Voilà, je pense que nous pouvons commencer. Bonjour à tous. Merci de vous être connectés aujourd'hui donc pour ce webinaire où nous allons parler d'orientation. Donc ce webinaire va être composé de trois parties. Pour commencer, je vais vous présenter un peu Axiom Académique. Ensuite, je laisserai la parole à Catherine Menet qui donc vous parlera d'orientation et on finira par une séance de questions-réponses. Donc, je vous demande de bien laisser vos micros éteints. Et si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les poser sur le chat. Et quand on lancera la séance de questions-réponses, je les prendrai une par une pour y répondre. Donc, cette séance de questions-réponses durera à peu près une trentaine de minutes. Vous pourrez aussi poser des questions à l'oral. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Mathieu et non Constantin. Constantin, c'est mon associé qui n'est pas là aujourd'hui. Et donc, je suis le fondateur et le directeur d'Axiom Académique, une agence de cours particuliers, donc destinée aux élèves des écoles internationales du monde et des lycées français. Donc, Axiom Académique, nous sommes présents sur le globe depuis 2016. Nous avons donné des cours dans plus d'une trentaine, 35 villes. Depuis que nous existons, nous avons suivi plus de 2000 familles dont les enfants sont scolarisés dans des écoles internationales à travers le monde. On a donné plus de 80 000 heures de cours. Et pour donner ces heures de cours, nous avons une équipe de plus de 1800 professeurs qui sont donc tous aussi issus du monde de l'expatriation et donc qui suivent les élèves à travers le monde, aussi bien donc pour des cours en présentiel que des cours en ligne. Donc chez Axiom Académique, comme je vous disais, nous donnons des cours pour les différents systèmes éducatifs proposés à travers le monde, donc le système scolaire français, mais aussi les systèmes IB, système américain et système britannique. Donc, à travers le monde, nous avons une équipe de 14 responsables pédagogiques qui nous aident à répondre au mieux aux besoins des familles qui nous contactent. Donc, en leur proposant des cours à domicile. Donc, on propose des cours à domicile dans une dizaine de villes ou des cours en ligne accessibles dans le monde entier. Nous proposons aussi un suivi et un accompagnement pour les élèves scolarisés à domicile, donc notamment via le CNED. Et donc, pour les familles qui ont besoin d'aide ponctuelle pendant les vacances, nous proposons des stages pour se préparer aux différents examens ou tout simplement pour rester, pour améliorer son niveau. Donc, vous allez vous demander pourquoi choisir donc Axom Académique pour un suivi de ces enfants. Donc, nous, la particularité de notre entreprise, c'est que donc, nous sommes global, mais nous essayons d'être le plus local possible. Grâce à notre réseau de country managers, responsables pédagogiques, nous pouvons répondre de façon très personnalisée à chaque demande. Nos professeurs et nos country managers sont des personnes issues du monde de l'expatriation et ils connaissent très bien les différents systèmes internationaux. Et donc, nous mettons un accent tout particulier sur la pédagogie des profs que nous recrutons. Donc, comme on vous avait dit, cette année, on a une annonce particulière à vous faire. Donc, cette année, avec donc Catherine Menet, nous avons décidé de lancer un nouveau service chez Action Académique. Donc, c'est un service d'orientation scolaire pour aider les familles qui ont besoin d'aide ou de conseils pour choisir la meilleure orientation possible pour leurs enfants. Donc, ce service d'orientation scolaire sera composé de deux parties. Donc, une partie orientation plutôt bilan d'orientation pour les élèves qui souhaitent comprendre quelle voie choisir et une formule d'accompagnement Parcoursup voilà, pour accompagner tout sur ce processus de choix des universités, rédaction des lettres de motivation et ainsi de suite. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Catherine qui vous en dira plus sur comment bien aborder l'orientation scolaire quand vous êtes en expatriation. Voilà, Catherine, je vais te donner le... Ouais, merci.
Bah, Tu te merci Mathieu, hein, pour cette introduction. Voilà, bah, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur cette conférence. Donc, le but de cette conférence, c'est vraiment de vous donner tous les conseils pour bien orienter, aider à l'orientation de votre enfant. Donc, à partir du collège, hein, puisqu'on va déjà voilà, détailler selon les différentes classes, et bien, comment vous pouvez accompagner et où est-ce que vous pouvez trouver de l'aide pour construire ce projet d'orientation. Donc, n'hésitez pas surtout à noter, hein, comme vous l'a dit Mathieu, vos questions dans le chat et puis bah, je me ferai un plaisir hein, de vous répondre ou après, évidemment, d'échanger avec vous. Voilà, sur toutes les questions que vous avez pu avoir pendant cette présentation. Alors, je vais, moi, d'abord me présenter rapidement. Voilà, je suis spécialiste en orientation scolaire. J'étais avant proviseur adjoint, chef d'établissement, à la fois dans des écoles françaises, mais aussi écoles internationales. Et donc, je suis expatriée au Qatar depuis 15 ans déjà. Voilà, et j'accompagne des élèves qui sont un petit peu partout dans le monde. Je les accompagne donc, dans leurs projets d'orientation. Et donc, ben, voilà, pour moi, c'est une passion parce que ces élèves ont tous des profils très différents. Et c'est de ça dont on va discuter aussi aujourd'hui. Donc, j'organise aussi des forums avec des écoles françaises. Voilà, école de commerce, école d'ingénieurs, école hôtelière, enfin voilà, différents domaines d'études. Donc, je fais venir ces écoles au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, au Qatar et en janvier prochain à Dubaï et aussi à Abu Dhabi. Voilà, ce qui me donne aussi, moi, beaucoup de contacts avec les écoles et ce qui me permet aussi d'être bien au courant des nouveaux programmes de toutes ces écoles. Voilà, j'interviens aussi dans des lycées dans le cadre d'ateliers, sur l'orientation scolaire sur différents thèmes. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est vraiment une vraie passion hein, de promouvoir la formation, la réussite et l'orientation de ces jeunes, de vos jeunes, dans un monde qui est en constante évolution. Et ça, j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on ne peut plus orienter les jeunes aujourd'hui comme on le faisait il y a quelques années, puisque bah, les évolutions qu'on connaît actuellement nous changent tous les concepts, voilà, et donc on est évidemment obligé de s'adapter le plus vite possible et de leur donner les informations les plus à jour possibles. Voilà. Donc, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, et de par l'expérience que j'ai et en faisant partie d'un réseau aussi de conseillères d'orientation, c'est que, évidemment, il y a une grande diversité des profils des élèves expatriés, puisque ces élèves, eh bien, suivent leurs parents dans les différents pays et donc sont amenés même parfois à changer de système scolaire, puisque on ne trouve pas dans toutes les villes voilà, l'échantillonnage des systèmes scolaires. Même parfois, on ne trouve pas forcément un lycée français. Donc, une grande diversité de parcours. Et une réalité, c'est que tous ces jeunes, eh bien, ils ont un profil international qui est très riche. Et ça, c'est important, je tenais à le souligner parce que souvent, ils n'en ont pas conscience. C'est-à-dire que voilà, ils suivent leurs parents, ils s'adaptent hein, parce qu'ils ont une grande capacité d'adaptation, on le verra aussi. Mais après, bah, ils sont dans le système, ils sont dans leur école, etc. Et quand c'est le moment voilà, de candidater dans des écoles supérieures, eh bien, souvent, quand on travaille avec eux, on leur dit, mais voilà, tu as un profil international. Et ce profil, actuellement, dans le monde ouvert que l'on connaît aujourd'hui, il est très intéressant et il faut le valoriser. Et ça, parfois, c'est une prise de conscience. Voilà, donc il faut vraiment souligner cet aspect-là. Voilà, donc comme je vous le disais, on va essayer de faire le point sur tous ces thèmes. Alors, les grands défis que rencontrent ces élèves, en effet, aujourd'hui, en bougeant de pays à un autre pays, en changeant, comme je vous l'ai dit, de système éducatif, c'est de s'adapter à chaque fois à un environnement culturel
linguistiques différents, parfois aussi académiques, et de gérer des transitions qui peuvent être rapides, puisqu'il y a des familles qui sont amenées parfois à bouger, par exemple, tous les 3 ans. Donc ça demande des compétences particulières pour les enfants. Euh, on peut aussi voir certains élèves, hein, notamment des lycéens, qui sont amenés à bouger voilà, quand ils arrivent en première ou en terminale, qui peuvent souffrir un peu d'un isolement social et émotionnel, ce qui peut affecter après leur choix justement d'études après le baccalauréat. Voilà. Donc, on va voir un petit peu, on va parler des stratégies hein, aussi pour faciliter l'adaptation scolaire et sociale de l'enfant. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que évidemment l'encadrement des parents est primordial. Et puis on constate aussi que quand on part en famille en expatriation, ce noyau familial se resserre. Et ça, voilà, moi, toutes les familles que je rencontre, les parents sont très proches, hein, voilà, ils sont très proches, ils échangent beaucoup avec leurs enfants, parce que souvent ils se retrouvent seuls à l'étranger, donc voilà, c'est important. Mais l'enfant se construit, l'élève se construit aussi par rapport aux relations et les liens sociaux qu'il peut avoir en dehors de la famille et notamment dans le milieu scolaire, hein. Donc c'est vrai que pour certains enfants, notamment des élèves, des lycéens, voilà, qui sont amenés à bouger quand ils ont 15, 16 ou 17 ans, ils ne font pas partie de cette aventure au départ, c'est-à-dire que bah, voilà, et parfois on n'a pas le choix, on est obligé de partir à l'étranger. Et si on ne les associe pas suffisamment à cette décision, parfois il y a un rejet. J'en rencontre aussi des élèves comme ça, et c'est vrai que ça peut être très difficile pour eux, du coup, de vivre hein, cette expatriation. Voilà. Donc, les associer au maximum à la démarche, c'est vraiment un point très important. Alors, moi, j'ai souvent aussi des parents qui me disent justement, on part en expat, voilà, on va arriver dans tel nouveau pays ou l'année prochaine, on va bouger. Alors, voilà, est-ce que on a des enfants qui parfois sont scolarisés même au sein d'une fratrie dans des systèmes scolaires différents, ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va bouger. Est-ce qu'on les laisse dans le même système? Donc déjà, il y a une comparaison à faire évidemment des systèmes scolaires qui sont très différents les uns des autres, hein. Voilà, c'est pas le sujet principal de cette conférence. Et Mathieu, je pense qu'il y aura prochainement, voilà, dans l'année, une conférence plus spécifique sur les différents systèmes scolaires, parce que je sais que ça, voilà, c'est un sujet aussi qui est très important pour les familles. Mais rapidement, voilà, si on compare un petit peu entre notre système français déjà, hein, voilà, je pense que la plupart des personnes qui assistent à la conférence aujourd'hui sont issues de ce système. Notre système français qui reste un système de qualité, mais qui est très académique. Par rapport à un système IB, par exemple, qui a une approche beaucoup plus holistique, hein, c'est-à-dire une approche globale de l'élève, où on va travailler beaucoup sur des compétences transverses. Et puis après, le système anglais aussi, qui a aussi une approche holistique, et le système américain qui aussi, au niveau du lycée, va laisser un choix d'options beaucoup plus important que nos spécialités dans le système français, où voilà, en plus, c'est vrai que la réforme du lycée est assez récente, mais on a 13 spécialités voilà, au lycée. Mais en tout cas, si on prend l'IB, le système anglais ou le système américain, c'est vrai que c'est presque à l'élève de construire sa scolarité quand il va arriver en première ou en terminale. Voilà. Donc vraiment, de grosses différences entre ces systèmes. Et c'est vrai qu'on peut pas, alors les comparer, on peut les comparer évidemment par rapport aux compétences qui sont acquises par les élèves, hein, que ce soit des compétences comportementales ou des compétences techniques, par les savoirs. Mais je pense que là, voilà, si on compare par exemple l'IB, parce que j'avais déjà fait ce travail en terminale par rapport au système français, on va retrouver à peu près le même niveau de savoir, entre guillemets. Mais après, comme je vous l'ai dit, dans l'IB, les élèves développent d'autres compétences qui sont beaucoup plus transverses et qui sont recherchées
par les écoles supérieures. Voilà, donc c'est les élèves, selon le système dans lequel ils vont être intégrés, évidemment, vont voilà, avoir un parcours qui va être différent. Et même au sein d'une même fratrie, comme je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien, selon le profil de l'élève, parfois, eh bien, pour un enfant, eh bien, ça va être le système français qui va convenir, il va dérouler sa scolarité dans ce système, il va se sentir bien dans ce système et un système évidemment qui fait référence à celui de ses parents, donc il y a quelque chose de rassurant. Mais pour d'autres élèves, parfois donc même d'autres enfants de la même famille, eh bien eux vont avoir besoin d'un système où qui va être entre guillemets moins scolaire, où ils vont pouvoir travailler sur des projets, échanger avec d'autres, avoir leur feuille de route spécifique quand ils vont arriver le matin à l'école. Et là, eh bien, ça va être un système IB qui va le plus convenir. Voilà. Donc, c'est pour ça que le choix du système, il doit aussi se faire en fonction du profil des enfants. Hein, alors, on n'a pas, évidemment, on n'a pas forcément le choix de mettre ces enfants dans des systèmes scolaires différents. Et puis après, il y a un aspect coût qui rentre en ligne de compte. Mais je pense qu'il n'y a pas de bon ou mauvais système scolaire. Il y a des systèmes qui conviennent plus ou moins bien à certains profils d'élèves. Alors, ce qu'il faut voir aussi, tout à l'heure, je vous parlais justement des compétences spécifiques des enfants expatriés. Et il faut voir que le fait de changer de pays, de changer d'environnement, de changer parfois de système scolaire, de changer d'amis, de changer d'activité, eh bien, tout ça, ça leur apporte des compétences comportementales ou socio-comportementales. Ces compétences sont de plus en plus importantes. Et donc, même dans notre système français, depuis septembre donc, 2023, elles ont été incorporées dans les programmes, hein, puisque suite voilà, au dernier rapport PISA, voilà, avec la place de la France, hein, qui était 26e, eh bien, il a été décidé, en effet, d'accès, hein, voilà, d'intégrer ces compétences aux travaux qui sont faits par les professeurs en classe. Et donc, elles prennent énormément d'importance et elles apportent, en plus dans un contexte qui est international, eh bien, des capacités d'adaptation, l'ouverture d'esprit, la résilience, des compétences en communication, la gestion du changement, l'empathie, voilà, on peut en citer beaucoup, hein, l'esprit critique, c'est extrêmement important, et la résolution de problèmes, la résolution de tâches complexes, l'autonomie, l'indépendance, voilà. Et tout ça, ce sont vraiment des compétences qui maintenant sont demandées par les écoles supérieures. Il y a même certaines écoles qui font passer des tests aux élèves et qui vont recruter voilà, en fonction de ces compétences comportementales. Et évidemment, vous le savez aussi, dans le monde du travail change énormément actuellement avec le développement de l'intelligence artificielle et tout ce qui est capacité d'adaptation, agilité, esprit critique, gestion de tâches complexes, c'est aussi ce que l'on va demander, ce que les entreprises vont demander. Donc, travailler avec les élèves sur ces compétences, ça devient primordial. Voilà, c'est de plus en plus important. Donc, les élèves expatriés ont un avantage par rapport aux autres parce qu'ils ont été amenés, quel que soit d'ailleurs le système scolaire où ils étaient, même s'ils étaient dans le système français, eh bien, ils ont développé ces compétences-là. Donc, c'est une richesse, c'est ce que je disais tout à l'heure, et ça, il faut aussi leur en faire prendre conscience. Quand ils sont dans l'IB, souvent, ils en ont déjà un peu conscience parce que les professeurs leur disent, hein, il y a un travail qui est réalisé par rapport à ça. Par contre, dans le système français, c'est rarement fait. Malheureusement, hein, moi j'ai travaillé donc en lycée français avant et c'est ce que je regrettais beaucoup. Et donc, c'est important de prendre un moment, et le bilan d'orientation dont on va parler tout à l'heure est vraiment un moment privilégié pour mettre en avant ces compétences chez les élèves, leur en faire prendre conscience et aussi les conseiller pour qu'ils puissent mettre vraiment en avant ce type de compétences dans leur lettre de motivation.
Oui, en fait, Voilà, c'est important de leur montrer que ces compétences sont aussi importantes que les compétences très dures comme les maths, la physique, le français. exactement. Ouais. Et c'est vraiment, et ça permet aussi certains élèves qui se sentent un peu à l'écart de comprendre qu'elles ont des qualités, en fait. Et Oui, c'est vrai c'est que ça, ça. c'est beaucoup plus mis en avant dans les systèmes IB britanniques que dans le système français. Oui, ouais, tout à fait, Mathieu. Ouais. Et c'est vrai que justement, alors je finirai là-dessus, hein, mais c'est un point qui est extrêmement important et qui pourrait faire l'objet aussi d'une conférence à part entière. C'est l'identité de citoyen du monde, puisque les élèves voilà, qui sont expatriés ont cette identité. Et donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment une richesse et il faut la cultiver, cette identité. Alors, il y a un aspect, on l'a dit, par rapport voilà, au système scolaire. Il y a un aspect par rapport aux compétences qui sont développées. Il y a un aspect évidemment par rapport à la culture, hein, parce que ce sont des élèves voilà, qui vont pouvoir faire connaissance, appréhender des cultures différentes. Et il y a un aspect évidemment qui dit culture dit langue ou qui dit langue dit culture. Et ça, c'est aussi un point qui est très important. Et ce sont des enfants qui, voilà, qui sont citoyens du monde. Donc, ils se posent, par exemple, par rapport à des élèves qui peuvent être en France, ou parfois, évidemment, s'ils voyagent, ils peuvent aussi se situer comme citoyens du monde. Mais ceux qui sont expatriés, ce sont des citoyens du monde. Et ça veut dire aussi que il faut en prendre compte dans leur choix, dans leur bilan d'orientation, dans leur choix d'orientation, dans leur projet post-bac. Il faut en prendre compte. Voilà, donc c'est important de le mettre en avant. Alors, le rôle des parents dans cet accompagnement, moi, ce que je dis toujours aux parents, c'est qu'on est une équipe, hein, et les premiers, voilà, ceux qui sont à la tête de l'équipe, on va dire, ce sont évidemment vous, les parents, vous qui connaissez le mieux vos enfants, vous qui avez choisi hein, les systèmes éducatifs où sont vos enfants. Et c'est évidemment, comme je le disais tout à l'heure, l'important, c'est de les soutenir. Et ça, bon, moi, je vois beaucoup, en tout cas, la grande majorité des parents que je rencontre, justement, qui sont dans ce noyau familial expatrié, eh bien, le font. Voilà. Donc, plus on change de pays, voilà, il faut vraiment être près d'eux, s'associer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les associer aux décisions, même si parfois on se dit, bon, on n'a pas forcément le choix, mais en tout cas, on peut toujours expliquer pourquoi on fait un choix. Voilà, et ça, c'est important de leur en parler. Et essayer de prendre en compte hein, ce projet scolaire dans la mobilité. Ce qui n'est pas toujours simple, mais c'est pour ça qu'il faut commencer assez tôt sur la définition du projet d'orientation. Hein, c'est-à-dire, parce que même si quand l'enfant rentre en troisième, par exemple, avant la terminale où il va faire ses choix définitifs, on peut être amené à rechanger de pays. Donc, il faut quand même faire un travail pour qu'on puisse se projeter, que l'élève puisse se projeter et construire ce bilan, ce projet d'orientation, pardon, au fur et à mesure. C'est vraiment important. Collaborer avec les équipes éducatives par rapport à ce projet, c'est-à-dire à l'école, hein, tout d'abord. Hein, il y a souvent je dois dire souvent, mais il y a parfois des conseillers d'orientation, il n'y en a pas assez. Il y a des prios aussi dans les écoles, hein, personnel ressources, information, orientation. Il y a des professeurs principaux aussi il y en a qui sont vraiment voilà, enfin, pour eux, l'orientation scolaire a une réelle importance, donc ne pas aller en discuter, c'est vraiment important. Et évidemment, aussi les chefs d'établissement. Il faut faire appel à toutes les ressources que l'on peut avoir. Et puis, ben, si on n'a pas suffisamment voilà, de réponses de la part des équipes éducatives, eh bien, faire appel voilà, à des spécialistes de l'orientation scolaire qui vont, eux, vraiment accompagner l'élève et en plus en tenant compte de toutes ces spécificités hein, d'évolution du monde actuel dans son projet d'orientation. Alors, justement, par rapport à ça, par rapport à l'évolution voilà, qu'on connaît actuellement, j'ai voilà, une petite question, si vous pouvez répondre sur le chat. À votre avis, quel est le pourcentage des métiers de 2030 qui n'existent pas encore? Alors, je vous laisse juste un peu de temps pour répondre. C'est Mathieu qui suit les réponses.
Bon, moi, j'ai vu la réponse, donc je vais pas, je vais pas la donner. Alors, je ne sais pas, Mathieu, si tu vois le nombre déjà, si beaucoup de personnes ont répondu. Alors là, il Quel y en a quatre qui ont répondu. Donc, on parle du nombre de métiers qui n'existent pas encore. pourcentage, On n'est ouais. pas très loin dans les réponses. Je vois 90%, 25%, 60, 70, 50, 40, 25, 50, Eh bien, 50. C'est un ouais. peu plus que 50%, il me semble, hein. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, en effet, d'après le rapport d'Elle et l'Institut pour le futur, hein, qui est donc c'est Ah, un rapport. 80%, on n'est pas loin là. Ça y est, je l'ai je l'ai affiché. Voilà, donc c'est 85%. Hein, voilà, c'est assez incroyable quand même. Hein, il faut bien s'en rendre compte. Mais je pense que tout le monde réalise, hein, de par, voilà, même si actuellement, en écoutant un petit peu les news tous les jours, des évolutions des métiers, des secteurs professionnels, des différents domaines, même comme la médecine ou d'autres domaines, on se rend bien compte des applications qu'on peut avoir sur son téléphone ou si on utilise ChatGPT, voilà, je pense que tout le monde se rend compte que ça bouge très vite. Et en effet, eh bien, on estime que en 2030, eh bien, il y aura 85% des métiers, donc de nouveaux métiers. Donc ça, c'est vraiment un chiffre très important. Et eh bien, on a donc aujourd'hui cette responsabilité d'informer au mieux les élèves, puisque ben, c'est dans quelques années, hein, ça va aller très très vite, notamment pour ceux qui sont déjà au collège. Ah oui, 2030, ça sera la fin des études, hein, pour pas mal Ouais, tout à fait. des enfants. Ouais, donc voilà, donc ça, c'est leur donner les informations, c'est vraiment important. Alors, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais voilà, déjà au lycée, hein, je vais le détailler. On a le parcours à venir à partir de la sixième, hein, qui permet jusqu'en terminale de découvrir à la fois les secteurs professionnels et aussi donc les différents métiers et aussi de découvrir les études supérieures, les formations qui sont associées à ces métiers, puisque ça, c'est aussi un point qui est important à réaliser, c'est quand même que si on s'engage dans une formation post-bac, c'est quand même pour aller, pas forcément vers un seul métier, mais d'aller vers un secteur professionnel. Donc ça, il faut aussi l'avoir en tête. Voilà. Donc, comment orienter en 2024? Ce qui prend de plus en plus d'importance, on le voit notamment, hein, chez les jeunes travailleurs d'aujourd'hui. Mathieu, je ne sais pas si tu pourras nous en parler après, mais par rapport aussi au choix de ton évolution de carrière, c'est de donner du sens, voilà, à sa Tout à carrière. fait, c'est très important. Voilà, c'est vraiment de plus en plus important. Et il faut bien savoir que pour les jeunes, hein, même le fait de faire un bilan d'orientation, de réfléchir à quelles sont ses compétences, vers quel secteur professionnel on peut aller, et aussi, voilà, parler de métier. Souvent, et enfin, c'est dans tous les cas, ça donne du sens aux apprentissages. Voilà. Et Juste, je pour vais faire un petit parenthèse juste par ça, rapport à mon expérience personnelle. C'est vrai que je pense que ce qu'il a manqué, moi, dans mon choix d'orientation, j'ai fait une prépa, j'ai fait une école d'ingénieur. Je pense que la voie était la bonne, mais pas forcément le chemin. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment apprécié la prépa et je pense qu'il a manqué, c'est quelqu'un qui me conseillait, en fait, qui comprenait un peu mon profil d'étudiant et qui aurait pu me conseiller un autre moyen d'atteindre donc cet objectif qui était celui de devenir ingénieur, même si j'ai pas continué après, mais sans forcément passer par la prépa que j'ai pas forcément très bien vécu. mm, oui, oui. Oui, je comprends parfaitement. Et je pense on doit être nombreux à se reconnaître un peu voilà, dans ce que tu viens de dire, même avec des parcours différents. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment important. Et le sens des apprentissages, il y a le sens du travail, il y a le sens des apprentissages. Et pour en avoir discuté avec aussi beaucoup de proviseurs dans les écoles, et ils sont bien conscients que travailler sur ce projet d'orientation, ça donne du sens aux apprentissages, et notamment pour des élèves qui peuvent être en décrochage scolaire aussi. C'est important parce que là, on va prendre le temps, on va les valoriser, on va essayer de voir quelles sont ses compétences et comment améliorer encore plus ses compétences. Et comme tu le disais tout à l'heure, hein, le fait de parfois d'être dans un système scolaire où on ne va pas se sentir forcément très bien, ou du coup on ne va pas avoir de très bonnes notes, on va se sentir un peu en décalage.
eh bien, ça va redonner une motivation à l'élève. Et ça, c'est important de travailler dans ces domaines-là. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, ce qui est important aussi, c'est d'identifier les filières, hein, de parler des métiers, d'identifier les filières et aussi les filières qui sont les plus adaptées aux élèves qui sont expatriés actuellement. Voilà. Pour avoir accompagné enfin, beaucoup d'élèves, et je sais que j'ai des collègues qui assistent aussi à cette conférence aujourd'hui, on sait que on a beaucoup d'élèves, par exemple, qui étaient dans le système français, mais dans les lycées français à l'étranger, et puis du coup, après, ben, soit ils décident d'aller continuer leurs études en France dans des écoles avec un programme français, il y en a d'autres qui décident d'aller continuer leurs études en France dans un programme en anglais. D'autres qui ne souhaitent pas aller en France et qui souhaitent aller dans un autre pays pour continuer leurs études en anglais, pour avoir ce profil international. C'est extrêmement varié. Mais il faut, moi, c'est le conseil que je donne, j'ai parlé de la richesse de leur profil, il faut continuer à mettre en valeur ce profil. Voilà. Bon, parce que l'ultime, enfin là, disons après les études supérieures, il y a le recrutement par les entreprises. Et évidemment, les entreprises recherchent aujourd'hui ce type de profil dans un monde qui est de plus en plus interconnecté. Donc ça, c'est important. On sait aussi que maintenant, voilà, une personne qui démarre sa carrière dans un domaine, souvent, voilà, eh bien, continue sa carrière dans un autre domaine. On reste plus dans la même entreprise toute sa vie. On va changer parfois de métier. Et donc, développer toutes ces compétences transverses, c'est aussi extrêmement important. Voilà, donc tout ça, il faut y réfléchir. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est en fait de vous donner des conseils pour accompagner vos enfants à partir du collège, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire pour donner le maximum de chances à ces enfants d'atteindre ou les formations qui vont vraiment lui plaire et lui convenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au collège? J'ai parlé du parcours à venir tout à l'heure, donc le parcours à venir au sein des établissements scolaires français, mais on trouve la même chose, par exemple, dans l'IB, mais un petit peu plus tard. Ce n'est pas au collège, dans l'IB, ça intervient à peu près sur les 2 dernières années, avant l'IB Diploma, où là, ben justement, on va aussi travailler avec les élèves sur les secteurs professionnels. Malheureusement, ce qu'on peut regretter en tout cas dans le système français, c'est que normalement, il y a des heures évidemment qui sont allouées à la découverte de ces secteurs professionnels et aussi des études supérieures. Eh bien, parfois, ces heures ne sont pas affectées à ces sujets-là. Voilà, elles sont affectées à d'autres, à de l'aide ou de l'aide scolaire ou à d'autres sujets. Donc, ce qui est bien, c'est vraiment de discuter avec son enfant, voilà, dès le collège, des différents métiers. On trouve énormément maintenant de ressources en ligne, hein, j'en parlerai aussi un petit peu plus loin. Donc, toutes les informations qu'on peut avoir par rapport à ces secteurs professionnels, à ces métiers, à l'évolution des métiers, c'est vrai que c'est important d'aborder ces sujets-là. Il existe aussi de nombreux forums, hein, des forums étudiants avec des présentations d'écoles ou parfois ce sont des forums par secteur professionnel. Voilà, donc par exemple pour des élèves qui seraient intéressés par les domaines de l'ingénierie, voilà, je sais pas, en cinquième ou en quatrième, voilà, qui commencent à dire bah, moi j'aime beaucoup les sciences, peut-être que le métier d'ingénieur ça pourrait me plaire. Eh bien, participer à des forums. Il y a de plus en plus de forums en ligne. Donc c'est vrai, alors nous on essaiera, enfin Mathieu aussi, ça fait partie de nos objectifs de donner un maximum d'informations aux parents, voilà, pour les aider et notamment des dates de forum, etc. Ça on pourra aussi vous en donner. Des portes ouvertes d'écoles. Il faut savoir que, il y a beaucoup d'écoles, la majorité des écoles font des portes ouvertes et des portes ouvertes virtuelles. Il y en a eu beaucoup pendant le Covid et du coup, ben, beaucoup d'écoles en ont gardé. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et évidemment, quand on arrive en troisième avec le choix de l'entreprise où on va faire son stage d'observation, je parle toujours système français, eh bien, surtout ne pas choisir ce stage
par la facilité. Alors souvent on dit, les écoles, le discours qui est donné à l'élève, c'est bon, ben, c'est toi qui dois choisir ton stage, tu dois être autonome dans la décision du stage, et on sait que bon, ils sont encore jeunes, et évidemment les parents les encadrent pour ce choix. Alors c'est vrai que parfois les parents, voilà, je comprends, hein, leur disent, ben voilà, moi j'ai ma société ou j'ai un ami qui travaille dans telle société, tu vas pouvoir y aller. Alors, c'est bien, mais parce que l'élève, l'enfant va découvrir un milieu professionnel, mais c'est beaucoup mieux si c'est vraiment un milieu qui l'intéresse. Voilà. Donc, essayez de réfléchir à l'avance, parce qu'évidemment, quand on arrive au moment du choix, eh bien, souvent, il reste peu de temps avant le stage. Donc, bien réfléchir à ça à l'avance. Alors, en plus, selon la législation des pays, c'est plus ou moins compliqué, puisque dans certains pays, les entreprises n'acceptent pas de prendre en stage des élèves qui sont mineurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de chefs d'établissement qui acceptent maintenant que les élèves fassent leur stage dans leur pays d'origine pendant des vacances. Voilà. Donc ça aussi, ou alors même des camps de vacances, parfois, alors des camps à thème. Ça, faut vraiment bien y réfléchir à l'avance parce qu'il y a quand même une souplesse qui est de plus en plus donnée par les chefs d'établissement pour donner justement l'occasion aux élèves de choisir vraiment un stage qui va les intéresser. Donc ça, vraiment, il faut le prendre en compte. En seconde, eh bien là, il faut vraiment réfléchir à son projet d'orientation. Pourquoi? Parce qu'il y a une échéance qui arrive et l'échéance, c'est le choix des spécialités, donc pour la classe de première. Voilà. Donc, 3 spécialités à choisir et après, en terminale, on abandonne une des spécialités. Et donc, pour faire ce choix de spécialité, il faut vraiment d'abord réfléchir à son projet d'orientation. Malheureusement, je vois encore des élèves qui arrivent qui ont fait des choix de spécialité, parfois même des terminales, qui ont plus que 2 spécialités et qui finalement se rendent compte que ben, ce n'est pas les spécialités qui vont le plus leur servir par rapport à l'admission dans les écoles qui les intéressent. Donc, il faut vraiment y réfléchir avant, réfléchir à son projet d'orientation, réfléchir à ses compétences, réfléchir évidemment par rapport à ses résultats scolaires, c'est important aussi réfléchir, voilà, si on a un profil, on apprend facilement les langues étrangères, tout ça, ça nourrit le profil international, si on a l'esprit scientifique. Et puis aussi réfléchir à l'avance alors je parle jamais avec les élèves de défaut parce qu'ils sont jeunes et ils continuent à évoluer, on évolue à tout âge, mais sur les points qu'ils souhaitent améliorer. Ils ont tous des points qu'ils souhaitent améliorer. Et ça, parfois, c'est intéressant aussi d'en parler évidemment en famille, parce que les parents, évidemment, vous connaissez très très bien vos enfants. Et parfois, il y a des élèves qui peuvent me dire, ben voilà, je suis timide, ça me gêne. Enfin, tous ces points-là, il faut vraiment l'aborder à l'avance et leur donner les moyens bien, de changer. Hein. On l'a dit, hein, la capacité d'adaptation de ces enfants est assez incroyable. Et donc, mais par contre, il faut les guider, il faut leur donner les outils, évidemment, pour le faire. Bien comprendre aussi ce système des études supérieures en France et à l'étranger. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il y aura un webinaire d'organiser sur le sujet, mais il faut se renseigner à l'avance. Il faut savoir, et il y a peu de familles qui le savent parce que malheureusement les écoles ne communiquent pas assez sur le sujet. Parcoursup est toujours ouvert, hein, c'est-à-dire que Parcoursup a une date chaque année, pour chaque année scolaire, Parcoursup a une date officielle d'ouverture, hein, où là, ça correspond à la prise en compte de toutes les nouvelles écoles, les formations depuis l'année dernière, depuis la dernière date d'ouverture. Mais sinon, tout le monde peut aller sur Parcoursup via le moteur de recherche et c'est la base de données la plus complète pour les formations en France. Hein. Il y a 23 000 un peu plus de 23 000 formations dans Parcoursup. C'est très bien fait, hein, c'est-à-dire que pour chaque formation, pour chaque école, vous allez voir les différents programmes, vous allez avoir les liens pour voir le détail des programmes.
vous allez avoir les critères d'admission, vous allez avoir les taux d'admission, vous allez voir aussi justement ces fameuses compétences comportementales qui sont recherchées par chaque école. Donc, Et aussi allez-y. il me semble, les spécialités recommandées Et les spécialités recommandées, tout à sont fait. aussi Voilà. indiquées, ouais. Ouais, donc c'est vraiment une mine d'informations. Donc, il ne faut pas hésiter à accompagner son enfant voilà, pour aller voir différents types de formations. Et puis, évidemment, se renseigner, si besoin, sur les études à l'étranger, hein. C'est-à-dire que si déjà en seconde, mais même avant, voilà, votre enfant envisage et vous l'accompagnez sur des études à l'étranger, ça évolue aussi très vite. Et donc, c'est important de se renseigner à l'avance et de voir les différents choix de formation. Donc, le bilan d'orientation, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, à partir de la troisième, moi, je vois beaucoup d'élèves aussi qui sont en seconde, justement par rapport au choix des spécialités, parce que le bilan permet vraiment de mettre en avant ses compétences de l'élève, ses choix, pardon, les adéquations aussi de ses compétences, de sa personnalité avec les secteurs professionnels. Donc ça, c'est aussi très important. Maintenant, vous avez un stage d'observation aussi en seconde. Donc là, c'est exactement mes mêmes conseils que pour le stage de troisième. Il faut vraiment y réfléchir à l'avance. Voilà, regardez un peu, réfléchir au domaine qui intéresse le plus l'élève, parce que ce stage, il va vraiment être mis en avant dans les lettres de motivation, que ce soit des lettres de motivation sur Parcoursup ou que ce soit des lettres de motivation pour des dossiers d'admission dans d'autres pays, hein. Voilà. Et donc, moi, ce que je conseille à mes élèves aussi, quand on rédige les lettres de motivation, voilà, on fait le point, on refait le point sur tout ce qu'ils ont pu faire. Et souvent, voilà, quand on commence à travailler sur le sujet, au départ, ils pensent qu'ils n'ont pas fait énormément de choses, ils sont jeunes. Mais après, quand on détaille, qu'on voit un peu tous les stages qu'ils ont pu faire, les expériences, les activités, etc., leurs passions, eh bien, on trouve une mine d'informations qu'on peut mettre en avant dans les dossiers. Donc, tout ça, bien y réfléchir. Donc, et après le stage, moi, ce que je suggère aussi, et ça, c'est pas assez fait, et malheureusement, c'est pas assez fait non plus dans les établissements, c'est de faire un bilan, de prendre le temps, hein, voilà, de se poser, de se dire, bah voilà, tu as fait ton stage, qu'est-ce que tu en as retiré de ce stage? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce stage? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Est-ce que tu aimerais travailler toute la journée dans un bureau comme tu l'as fait? Est-ce que non, tu as envie de bouger? Voilà, tout ça, il faut capitaliser sur ces expériences pour aider donc son enfant à, voilà, à construire ce projet d'orientation. C'est important. Alors, là, j'ai suivi hein, le déroulé du parcours scolaire, mais il y a aussi beaucoup d'éléments à mettre en place en dehors de ce parcours scolaire pour mettre en valeur et construire le projet d'orientation de l'élève. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc déjà, ne pas oublier que les stages d'observation en entreprise peuvent se faire en dehors aussi déjà en dehors du pays, hein, là en accord avec le proviseur. Mais ces stages, on peut très bien les faire, en faire d'autres en plus, en dehors du temps scolaire. Voilà, ça, moi, je le recommande vraiment parce que parfois, ben voilà, quand on fait son stage de troisième, on a envie d'aller travailler dans le domaine de la médecine et puis finalement, on fait le stage dans le domaine de la médecine et on s'aperçoit que voilà, ça nous plaît pas du tout. Et donc, du coup, ben, on se dit, ben, mince, j'aurais dû faire un stage dans le domaine du journalisme. Mais j'ai déjà fait mon stage de troisième, je ne sais pas, mon stage de seconde, où est-ce que je pourrais le faire? Eh bien, c'est pas grave, pendant des vacances. Moi, ce que je préconise, c'est d'aller une journée dans une entreprise, dans votre réseau de parents, vous avez, voilà, dans vos amis, dans vos collaborateurs, dans votre famille, forcément, vous avez des contacts avec des personnes qui ont des métiers différents et qui pourront peut-être soit accueillir votre enfant pendant une journée,
soit rien que discuter avec lui. Ça, c'est aussi important. Ça permet aussi de valoriser voilà, son dossier et puis de le faire réfléchir. Donc, toutes ces expériences-là sont vraiment très importantes. Et puis après, il y a évidemment tous les stages ou camps d'été qu'on peut faire. Alors évidemment, il y a l'apport linguistique, il y a l'apport culturel, le fait d'être dans un contexte international où on va se retrouver avec d'autres enfants qui viennent d'un petit peu partout, hein, de pays différents, qui étaient des enfants qui sont scolarisés dans des systèmes différents. Non, on a aussi des stages voilà, qui sont basés sur des actions caritatives, des stages qui mettent en valeur les soft skills. Voilà, donc ça, c'est vraiment très enrichissant. Il y a aussi des écoles supérieures qui organisent des summer camps. Par exemple, Sciences Po organise des summer camps, il y en a d'autres, hein. Les écoles le font de plus en plus. Donc ça, évidemment, c'est un atout supplémentaire dans le dossier d'admission de candidature de l'élève. Vous avez aussi de nombreux organismes qui organisent des stages à thème. Alors, notamment, alors évidemment, il y a des thèmes sportifs, c'est très bien aussi, hein, développer, parce que dans le sport, on développe des compétences différentes, mais il y a aussi des organismes qui vont voilà, proposer des stages, des formations dans le domaine du leadership, du management, du business. Vous avez par exemple, j'en ai cité deux, hein, mais il y en a d'autres, hein, Oxford Business Summer School en Angleterre, Champité Summer Leadership Camp en Suisse. Voilà, donc moi je sais que j'ai des élèves hein, qui les ont suivis et ce sont, voilà, je parle uniquement de cela, il y en a d'autres. Je parle de cela tout simplement parce que j'ai des élèves qui les ont fait et qui étaient très contents d'avoir fait ces formations. Et toujours en dehors du lycée, on n'en parle jamais assez, ce sont les MOOC. Alors les MOOC, ce sont des formations qui sont ouvertes, hein. C'est le fait de faire des formations gratuites en ligne. M, c'est massif, hein. C'est vraiment voilà, une offre de formation massive en ligne ouverte. Et donc, vous avez des MOOC hein, qui ont été réalisés par le ministère de l'Éducation supérieure, qui s'appelle donc FunMock, et qui vont proposer des petites vidéos. Alors, sur plein de sujets différents, hein, ça peut être des sujets liés à des métiers, des sujets liés à des domaines d'études. Vraiment, c'est vraiment très riche. Il y en a d'ailleurs aussi pour les adultes. Et ça permet aux élèves voilà, d'aller se renseigner sur des domaines de formation ou des métiers. Alors, ça peut être simplement chaque mock, hein, ça peut être, donc ce sont des petites vidéos. Donc, parfois, c'est juste deux, trois vidéos. Il y a des mocks qui sont plus importants. Par exemple, il y a un mock très bien sur le droit qui a été produit par l'université d'Assas. Et c'est vrai que les élèves, évidemment, hein, qui suivent ce MOOC, eh bien, ça leur donne un atout pour rentrer à l'université d'Assas s'ils le souhaitent ou dans une autre université de droit. Donc, c'est important, moi je le recommande. Et puis, il y a aussi des filières qui sont très sélectives, vous le savez, avec des taux d'admission qui sont faibles. Voilà, hein, quand je parle par exemple de médecine, il y a aussi les écoles d'architecture, voilà, différents des domaines des écoles, un domaine des sciences, des arts appliqués, de business, pour voilà, accéder aux meilleures écoles de business. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, si vraiment votre enfant voilà, voilà, il dit, je veux vraiment aller faire médecine, c'est ce qui m'intéresse, le domaine de la médecine, etc., c'est de se préparer à l'avance. Notamment dans la médecine, maintenant, vous avez des prépas. Alors, évidemment, il y a un coût financier, des prépas zéro, donc qui peuvent se dérouler soit sous forme de stage pendant les vacances scolaires, soit ça va être sur toute l'année de terminale où l'élève eh bien, voilà, avoir des cours, surtout sur la méthodologie, hein, parce qu'il y a beaucoup de QCM en médecine. Et donc, vraiment, ça apporte un plus hein, pour leur dossier de candidature aux universités. Pour un autre exemple, hein, pour les écoles d'architecture, il y a des écoles d'architecture qui demandent vraiment un portfolio, un book. Donc ça, c'est pareil, ça ne se prépare pas en terminale, et ça se prépare à l'avance. Donc réfléchir à tout ça,
pour eh bien, donner vraiment tous les moyens à l'élève d'obtenir ben, vraiment l'école, la formation qui va le mieux lui plaire et lui convenir. Donc, ça se prépare à l'avance. Autre point très important, les calendriers des plateformes de candidature. Alors évidemment, il y a Parcoursup qui va bientôt être annoncé, mais pour des élèves qui veulent aller étudier dans d'autres pays, eh bien évidemment, il faut connaître les deadlines. Voilà, je pense par exemple pour UCAS, pour le domaine de la médecine, où les inscriptions se font juste avant octobre, octobre de l'année scolaire, de terminale. Évidemment, malheureusement, moi, parfois, je vois des élèves qui s'y prennent trop tard parce qu'ils n'avaient pas les informations. Donc, tout ça, c'est important. Il faut se renseigner à l'avance sur toutes ces dates de plateformes de candidature. Voilà. Voilà. Alors évidemment, il y aura d'autres conseils qui sont personnalisés, comme je vous l'ai dit, en fonction de chaque profil d'élève. Eh bien, moi, ce que je fais, c'est que je fais vraiment, voilà, j'ai toujours un entretien pour bien comprendre quels sont les besoins, quel est le profil spécifique, et puis après, à proposer un accompagnement qui va être le plus dédié, le plus spécifique possible, le plus personnalisé, et répondre aux questions des parents et évidemment de l'élève d'abord. Voilà, donc bah, Mathieu, j'arrive voilà, au bilan d'orientation. Après, je vais détailler nos nouvelles offres, donc Axiom Orientation. Alors, j'en ai parlé un petit peu avant, mais là, je vais faire un petit focus sur le bilan d'orientation parce que c'est vraiment un moment important euh, dans la vie de l'élève, j'allais dire, mais dans la vie de l'élève, voilà. J'allais dire dans la construction de son projet d'orientation, mais c'est plus ça parce que le bilan d'orientation est aussi important par rapport à son parcours scolaire. Donc, c'est vraiment une aide à la réussite. Pour moi, c'est vraiment une aide à la réussite scolaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce bilan d'orientation va permettre de mettre en avant la personnalité, le profil et aussi les domaines d'apprentissage, c'est-à-dire que, et les capacités d'apprentissage. C'est-à-dire que quand on fait un bilan d'orientation, on va parler tout à l'heure des tests qu'on peut utiliser. Moi, j'utilise par exemple le test des intelligences multiples, qui c'est pas du tout un test de QI, mais c'est un test qui permet de mettre en avant les types d'intelligence les plus importantes dans le profil de l'élève. Et c'est vrai que ça, c'est une information qui est primordiale parce qu'après, quand on va avec l'élève réfléchir au type d'études supérieures qu'il va choisir, eh bien, ça rentre en ligne de compte. Voilà. Notamment quand on va faire des choix entre une classe préparatoire, entre des écoles, des études à l'université. Alors, classe préparatoire, évidemment, vous le savez, ça demande une grosse capacité de travail, évidemment un système qui est très académique, théorique, où il y a aussi beaucoup de compétition. L'université, où là, bah, c'est complètement différent, évidemment, avec euh, pas de contrôle continu, des examens avec des dates fixes, on vient en cours ou pas, ben voilà, il y a pas un contrôle continu, il n'y a pas un encadrement, il n'y a pas vraiment un cadre qui est donné. Ou alors aller dans une école de commerce, une école d'ingénieur, où là, on va plus retrouver un peu un cadre comme on a au lycée, même si évidemment, il y a plus de liberté. Et ça, c'est primordial d'en tenir compte et de voir quel type d'apprentissage aussi va le plus convenir à l'élève. Et ça, on le voit avec les tests, on le voit évidemment en analysant les résultats scolaires, les bilans de l'élève. Et on fait, voilà, on analyse tout ça conjointement, les différents tests. Et après, on peut vraiment faire des propositions. Donc, l'idée, c'est vraiment, à l'issue de ce bilan, de proposer à l'élève 2 à 3 voies d'orientation qui vont lui convenir et qui font partie, évidemment, de ses choix, de ses vœux préférés. C'est vraiment l'objectif. Et évidemment, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, le fait de trouver du sens à ces apprentissages. Moi, ce que je regrette beaucoup, je pense que mes collègues qui écoutent maintenant me rejoignent.
sur cette idée. C'est que malheureusement, quand moi je pose toujours la question aux élèves pour savoir ce qui les motive pour aller au collège et au lycée le matin, eh bien, il y a très peu d'élèves qui me répondent apprendre. Voilà, je vais au lycée parce que j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de, voilà, de découvrir des nouvelles notions. Malheureusement, et ça, c'est, voilà, on peut le dire, je ne vais pas critiquer certains systèmes scolaires par rapport à d'autres, mais je trouve ça vraiment dommage, quoi, parce qu'on est là quand même pour l'idée de l'école, c'est vraiment d'apporter des connaissances aux élèves, de les motiver, de développer leurs propres compétences. Et ça, ben, normalement, ils devraient être heureux de le faire. Et donc, c'est pour ça que je trouve que prendre ce temps du bilan d'orientation, moi, c'est ce que je leur dis, on prend le temps. Ce bilan d'orientation, il est pour toi. C'est un temps privilégié. C'est, voilà, tu es VIP. On travaille que pour toi. On va parler que de toi. Et ça, c'est un moment qu'ils n'ont pas forcément dans les écoles. Et je pense que c'est primordial de leur laisser cet espace justement pour se construire aussi. Voilà, donc Mathieu, j'en viens justement maintenant à ce que tu as annoncé tout à l'heure. Donc, ben, je vais quand même, je vais le dire, je suis ravie voilà, de travailler maintenant avec Mathieu et Constantin et puis de pouvoir offrir donc, ces nouvelles offres avec Axiom Orientation. Donc, tout d'abord, le bilan d'orientation. Donc, je vais vous le décrire maintenant, donc après vous avoir parlé des objectifs hein, de ce bilan. Donc, ce bilan, eh bien, se décompose en 4 séances, se compose de 4 séances. Il y a toujours une séance découverte. Alors, cette séance découverte, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a parlé beaucoup de la diversité des profils des élèves expatriés. Et donc, il est important qu'on ait cet échange avec l'élève. Moi, je demande toujours à au moins un des deux parents d'être présent aussi lors de cet échange pour prendre connaissance des besoins de l'élève. On reparle un petit peu de son parcours scolaire aussi, de ses souhaits, et puis de voilà, discuter aussi avec le parent ou les parents ben, de leur vision aussi hein, de ce projet d'orientation. C'est primordial pour ben, que nous, en tant que conseillers d'orientation, on comprenne bien les besoins. Et puis, c'est primordial aussi pour que on puisse expliquer notre façon de travailler aux parents et, euh, et que les parents, après, eh bien, choisissent de continuer l'aventure avec nous. C'est vraiment important. Donc, cette séance découverte qui est en fait un pré-entretien où on va expliquer comment on travaille, quelle méthode, quel test on utilise pour ce bilan. Donc après, il y a une séance de questionnaire de l'élève. Donc voilà, donc c'est un entretien hein, entre le conseiller d'orientation et l'élève avec plein de petites questions différentes. On revient sur son parcours scolaire, on parle de son parcours actuel, de ses matières préférées, on revient sur ses résultats scolaires, on parle de ses expériences qu'il a pu avoir aussi en dehors de l'école, par exemple, s'il a fait des stages déjà des stages d'observation en milieu professionnel ou d'autres stages. On parle de ces activités extrascolaires, hein, puisque c'est aussi, c'est tout, c'est là, enfin, l'idée de ce bilan, c'est d'avoir une approche aussi holistique, hein, c'est-à-dire que on va on va accompagner l'élève dans sa globalité, hein, dans tout ce qu'il compose. Et donc, cet entretien, il met vraiment aussi en lumière ses qualités. Et puis, on va discuter aussi justement des points que l'élève souhaiterait améliorer. Ensuite, après cet entretien, donc, il y a une séance de tests où là, on utilise des tests psychométriques internationaux qui sont reconnus. Donc, on va prendre sur une plateforme de tests. Et donc, moi, ce que j'utilise comme test, et toutes les conseillères d'orientation utilisent à peu près les mêmes tests. Après, on en ajoute d'autres hein, en fonction de nos méthodes. Mais un test de personnalité, ça c'est important pour bien comprendre la personnalité de l'enfant.
il faut savoir que ce sont des tests, je le dis, mes collègues aussi pourront confirmer qu'ils fonctionnent très bien, hein. C'est-à-dire que souvent, quand on fait une restitution après aux parents et qu'on délivre le résultat de ce test de personnalité, souvent les parents, voilà, à chaque fois, c'est évidemment quand on fait une restitution, c'est interactif avec les parents, avec l'élève, hein. Voilà, moi je dis toujours, souvent je fais même deviner, hein, aux parents et c'est vraiment un moment très intéressant. Et voilà, quand on discute du profil de l'enfant, souvent les parents sont un peu scotchés, hein, par rapport au résultat du test. Donc ça fonctionne vraiment bien. Un test donc un test d'orientation selon le modèle RIASEC. Et ça, c'est très intéressant parce que ce test permet de mettre en adéquation le profil de l'élève par rapport à tous les secteurs professionnels. C'est-à-dire qu'on va vraiment voir, et c'est précis parce qu'on a les pourcentages de compatibilité du profil de l'élève avec les secteurs professionnels. Donc ça, très intéressant. Intelligence multiple, je vous en ai parlé tout à l'heure. Là, voilà, pour voir un petit peu par rapport justement aux capacités d'apprentissage de l'élève. Et puis après, on ajoute toutes les conseillères d'orientation, on a toutes nos propres méthodes. Moi, je travaille avec un jeu des valeurs qui me permet aussi de travailler sur les valeurs de vie qui sont importantes pour l'élève et celles aussi qui, quand il se projette dans son futur. On travaille aussi par rapport au métier, évidemment, hein. On discute beaucoup des métiers et du type de métier. Voilà, donc tous ces tests-là, hein, c'est une séance à part entière. Et après, eh bien, on fait notre travail de conseillère d'orientation, c'est-à-dire que on prend tous ces éléments et on analyse ces éléments et on fait une séance de restitution avec l'élève et ses deux parents. Pour moi, c'est important d'avoir les deux parents et je dirais surtout en expatriation, voilà, parce que j'ai rencontré beaucoup de familles quand j'étais proviseur adjoint. Voilà, là, c'était pas pour de l'orientation scolaire, hein, c'était parfois pour des difficultés dans les apprentissages. Et c'est vrai que, ou des problèmes de discipline parfois aussi. Mais c'est vrai que, comme je vous le disais, en expatriation, il y a ce noyau familial qui est extrêmement important. Et ce qu'on constate, c'est que les parents ont une influence, vous avez une influence évidemment importante sur vos enfants, même si on a vu tout à l'heure qu'il y avait aussi les liens sociaux qui interviennent. Et c'est vrai que, eh bien, en fonction des études que vous avez suivies, là, du pays où vous avez suivi vos études, euh, vous avez vos propres idées, c'est normal. Et parfois, même entre le papa, la maman, eh bien, et là, déjà, c'est pas du tout le même système d'études. Et donc, c'est important de mettre tout ça en commun, d'en parler, d'échanger. On est une équipe, hein. Moi, c'est ce que je dis aux parents et aux élèves. On constitue une équipe. Moi, je suis l'élément extérieur, on va dire, qui est neutre. Voilà. Mais on est tous là on a tous un seul objectif, c'est la réussite du projet d'orientation de l'enfant. C'est ça, c'est primordial. Et donc, pour moi, avoir les deux parents, échanger lors de cette restitution, et évidemment, d'abord, on donne la parole à l'élève, c'est vraiment très important. Voilà, donc moi je fais donc sous forme d'une présentation, hein, comme aujourd'hui. Je présente les résultats des différents tests, l'analyse que j'ai réalisée à partir de ces tests. Évidemment, je rajoute l'analyse des bulletins scolaires. Et à partir de là, je propose donc 2 à 3 voies d'orientation qui conviendraient à l'élève. Il faut savoir aussi que moi, ce qu'on souhaite apporter avec Axiom Orientation, et je pense que c'est une différence qui est primordiale par rapport voilà, à d'autres prestataires, hein, qu'on peut trouver dans ce domaine-là, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on tient compte jusqu'au bout de la spécificité des élèves. C'est-à-dire que moi, pendant la première, ce premier pré-entretien avec l'élève et sa famille, eh bien, on va discuter justement des pays
où l'élève souhaiterait aller étudier. Et quand on va faire à la fin la restitution, eh bien, on va aller jusqu'à l'université. On va proposer des exemples d'universités dans le pays qui correspondent à la voie d'orientation ou des exemples d'écoles supérieures dans le pays. Si les parents au départ ou l'élève a dit, bah voilà, moi je ne sais pas, j'aimerais bien étudier en France, mais je veux regarder aussi aux Pays-Bas, en Espagne, on va proposer, on va donner des exemples aussi de filières dans les autres pays. Moi, ce que je propose après aux familles, c'est je leur dis, ben, regardez, voilà, je vous donne les liens sur les programmes, regardez, prenez le temps de regarder ces écoles, de regarder aussi les différents programmes. Ce qu'on propose aussi, c'est de mettre les élèves en relation avec des élèves qui sont dans ces formations-là, ou avec des anciens élèves, avec des alumni, ou avec les directeurs de programme, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, on a aussi beaucoup de liens avec des écoles supérieures. Et c'est cette spécificité que l'on souhaite apporter aussi avec Axiom Orientation, parce que vraiment, on prend l'élève dans sa globalité et en fonction vraiment de ce qu'il souhaite exactement. Voilà, on va jusque-là et je sais que mes collègues, toutes mes collègues hein, qui travaillent, voilà, qui sont dans ce groupe, dans ce réseau, dans ce nouveau réseau d'Axiom académique, eh bien, on partage toute cette vision, on travaille toutes de la même façon. Donc ça, c'est vraiment important pour répondre aux besoins exacts de l'élève. Voilà, donc, et après, évidemment, une fois que les familles, que l'élève a pu regarder les liens sur les écoles, etc., eh bien, moi, je propose aux élèves et aux familles de revenir vers moi pour finaliser après, eh bien, et orienter jusqu'en terminale parfois. Hein. Moi, j'ai fait des bilans d'orientation en troisième et puis on reste en contact et puis après, en terminale, on se revoit pour là travailler sur les dossiers d'admission. Voilà. Et puis après, une fois que cette restitution a été faite, eh bien, on envoie aux familles les rapports de tests, eh bien, des différents tests qui ont été pris sur une plateforme de tests, comme je vous l'ai dit, hein, ce sont des tests qui sont certifiés, et on envoie eh bien, la synthèse de l'analyse, la présentation que l'on a pu faire pendant la dernière séance, eh bien, on l'envoie sous forme d'un dossier de restitution. Voilà. Je continue sur les offres. Alors, on a encore donc trois offres différentes. Donc, après ce bilan d'orientation, eh bien là, l'élève, donc, s'il fait son bilan en troisième ou en seconde, pour travailler justement, réfléchir au choix des spécialités en première, eh bien, après, quand on arrive en terminale, eh bien là, c'est là que Parcoursup, hein, on doit s'inscrire sur Parcoursup. Et donc, on propose deux offres différentes sur Parcoursup. Donc là, évidemment, ça concerne l'orientation dans les écoles supérieures en France et dans les universités. Une offre qu'on a appelée d'abord Fast Track. Alors, Fast Track, pourquoi? Parce que c'est vraiment l'offre rapide, mais de qualité, je dirais. Voilà. Donc, il va se composer de 4 séances. Toujours une séance découverte, encore une fois, pour les mêmes objectifs que pour le bilan d'orientation, hein, vraiment découvrir les besoins de l'élève et puis que l'élève puisse voilà, découvrir et les parents puissent connaître quelle est notre façon de travailler, comment on va procéder. Une séance de définition de la stratégie des vœux, puisque voilà, pour un élève qui souhaite s'orienter en France, mais qui ne sait pas encore si, il souhaite s'orienter vers une université ou vers une école ou voilà, peut-être une classe préparatoire ou sur un double diplôme. Eh bien là, on va vraiment travailler sur la stratégie de vœux. Donc évidemment, là, ce sont des élèves qui ont déjà fait des choix d'orientation, qui savent déjà dans quel domaine ils souhaitent s'orienter. Et puis après, ben, une fois qu'on a mis en place cette stratégie, je reviendrai tout à l'heure sur la stratégie avec le pack suivant. Eh bien, là, va avoir 2 séances où on va regarder les différentes écoles, etc., les différentes formations pour définir. Vous savez que dans Parcoursup, il y a un choix donc, de 10 vœux, puis après, on a voilà, 10 sous-vœux.
eh bien, on va définir avec l'élève quelle est la meilleure stratégie, quels sont les vœux à choisir. Mais après, c'est à l'élève d'aller sur Parcoursup, de s'inscrire sur Parcoursup, de faire ses lettres de motivation et la rubrique activité centre d'intérêt. Voilà, ça, ce n'est pas compris dans cette formule. Donc, cette formule peut convenir notamment à des élèves qui sont en terminale et puis qui s'y sont pris un peu tard, voilà, qui doivent faire leurs vœux et qui ne savent pas trop comment faire, quels vœux, quelles écoles. Donc, on peut leur offrir cette offre, cette possibilité. Voilà. Et par contre, moi, ce que je recommande vraiment, c'est l'accompagnement donc qu'on a appelé Full Journey, donc qui est vraiment un accompagnement sur toute la procédure de candidature donc de la plateforme Parcoursup. Donc, euh, donc là, c'est vraiment un accompagnement, je dirais, à partir de l'ouverture de Parcoursup jusqu'au mois de juin, enfin jusqu'à temps que l'élève, et vraiment même après d'ailleurs, jusqu'à temps que l'élève ait son vœu final, enfin, ou les vœux, l'obtention des différents vœux voilà, qu'il a pu valider. Donc, cet accompagnement qui est personnalisé, hein, j'ai bien insisté sur ce domaine-là. Enfin, c'est vraiment, ça correspond exactement aux besoins de l'élève. D'abord, une séance découverte, encore une fois, pour faire le point, voilà, sur ses besoins et puis présenter cet accompagnement. Tout d'abord, la définition et la validation de la stratégie d'étude, c'est-à-dire que pendant les premières séances, eh bien, on va travailler avec l'élève, on va voir où il en est dans son projet d'orientation. Est-ce qu'il a déjà réfléchi à des écoles, à des pays? Voilà, et puis en fonction du type d'apprentissage justement qui lui convient le plus. Moi, c'est vrai que bon, souvent, moi, quand je fais des bilans d'orientation avec des élèves, je les retrouve après en accompagnement Parcoursup. Donc souvent, ce sont des élèves qu'on connaît déjà, mais sinon, en effet, on peut aussi reproposer de faire passer des tests pour voilà, avoir une vision plus synthétique et plus rapide du profil de l'élève. Et on va, après avoir défini cette stratégie d'étude, cette stratégie de vœux, eh bien, on va aider l'élève déjà. Bon, l'inscription administrative se fait rapidement hein, sur la plateforme Parcoursup. Mais voilà, on est là aussi. Ce qui est très important sur cette démarche Parcoursup, c'est que dès que le calendrier va paraître, donc ça va pas tarder maintenant, et dès qu'on va commencer à travailler avec les élèves, eh bien, on va faire un calendrier rétroactif, hein, c'est-à-dire qu'on va prendre les dates qui sont les deadlines de Parcoursup, la date à laquelle on va devoir avoir créé les vœux, la date à laquelle on va devoir avoir validé les vœux, eh bien, on va prendre ces dates. Si l'élève fait aussi des vœux en dehors de Parcoursup, s'il fait des vœux voilà, dans d'autres pays, eh bien, on va aussi prendre en compte ces deadlines dans le calendrier et on va commencer à l'accompagner. Et pourquoi ce calendrier est important? Tout simplement pour enlever du stress à l'élève. Voilà. Parce que notamment en terminale, vous savez que c'est une année, voilà, c'est une année qui passe très vite. C'est une année qui est chargée, les programmes sont chargés encore en terminale. C'est une année où il y a déjà du stress, stress lié aux épreuves du baccalauréat, au bac blanc. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'enlever le stress lié aux candidatures au maximum, hein, lié à Parcoursup au maximum. Et quand on a ce calendrier, moi je sais que par rapport au deadline, je dis toujours aux élèves, voilà, 15 jours avant, il faut qu'on ait terminé. Et puis après, on s'adapte, hein, évidemment, quand on va programmer nos séances, évidemment, si l'élève a des épreuves de bac, eh bien, on dit, bah, OK, là, voilà, là, on te laisse tranquille là, travaille sur tes épreuves, on va mettre une séance à telle date. Mais tout ça, il faut l'anticiper au maximum. Et ça enlève du stress aux élèves et ça enlève du stress aux parents. Voilà, parce que c'est jamais facile cette année de terminale. On sait que c'est la dernière année où, voilà, où parfois les enfants sont encore avec nous, hein. Moi, je suis une maman, hein, j'ai deux enfants, donc j'ai vu mes deux enfants partir, voilà, aller étudier dans un autre pays. Donc je sais ce que c'est aussi.
et on a besoin d'être rassuré aussi, hein. Donc, comment on est rassuré? On est rassuré parce qu'on va se projeter. Donc, tout le travail qu'on va faire en amont sur la construction du projet d'orientation de l'enfant, ça va aider aussi, ça va aider les parents à se projeter aussi et du coup à moins stresser par rapport au départ de l'enfant. Ça, voilà, c'est important. Et en terminale, eh bien, sur cette dernière année aussi, le fait d'avoir ce calendrier qui est établi avec des séances, eh bien, ça permet aussi aux parents de se dire, voilà, tout est calé sur l'année, on sait, voilà, on va en rediscuter, il y a des échanges aussi pendant tout l'accompagnement, mais ça enlève du stress, hein. Ça, c'est vraiment primordial aussi pour les parents. C'est très important. Voilà. Donc, après je reviens donc à nos séances d'accompagnement. Donc, une fois qu'on a défini cette stratégie de vœux, eh bien, on va accompagner l'élève dans la création des vœux. Il faut savoir aussi que nos conseils sont importants à ce moment-là, tout simplement parce que il faut élaborer une vraie stratégie. Et je vois encore beaucoup d'élèves, par exemple, il y a des élèves, chaque année, j'en vois, qui veulent absolument aller faire une classe préparatoire et qui vont demander que les meilleures classes préparatoires. Voilà. Et ils n'ont pas de vœux de secours, on va dire. Alors que on sait très bien qu'il y a des très bonnes classes préparatoires, il y en a voilà, dans les grands lycées parisiens, mais qui sont très très difficiles à obtenir, mais il y en a d'autres ailleurs, il y en a en province, dans des très bons lycées en province. Je prends l'exemple de la classe préparatoire, mais ça, c'est la même chose pour médecine, par exemple. On sait que les taux d'admission dans les universités de médecine en France sont différents, hein, des universités aux autres. Les critères d'admission sont différents aussi. Ça peut dire, par exemple, selon les spécialités, physique ou SVT. Aussi par rapport jusqu'aux compétences des élèves, par exemple, voilà, capacité de travail, etc. Il y a des différences hein, selon les universités de médecine. Et parfois, il vaut mieux aller dans une université qui va être peut-être un peu moins bien classée, mais avec des effectifs moins importants pour chaque cours, avec moins de cours en ligne, parce qu'il faut savoir qu'il y a des universités de médecine où il y a beaucoup de cours en ligne maintenant, avec des systèmes de tutorat, parce qu'il y a aussi des universités de médecine qui proposent des systèmes de tutorat. Eh bien, quand on prend en considération tous ces critères et qu'on fait une vraie stratégie de vœux, on obtient les vœux qu'on souhaite obtenir. On va obtenir voilà, une place en médecine. Et puis après, on va avoir un plan B parce on va demander, voilà, aussi, on va demander en Espagne, on va demander en Belgique, etc. Mais cette stratégie, elle est primordiale. Et on est là aussi pour aider l'élève et les parents, évidemment, en en discutant aussi avec les parents, à établir cette stratégie de vœux. Voilà, c'est vraiment important. Et là, après, on aide vraiment l'élève à remplir sa rubrique activité centre d'intérêt, hein, qui est un CV. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on revient sur tout ce que l'élève a pu faire voilà, dans sa vie de collégien, de lycéen et en dehors de l'école, hein, tout ce qu'on peut mettre en avant. Et les lettres de motivation. Donc, les lettres de motivation, voilà, on apprend à l'élève à rédiger une lettre de motivation. On lui donne des exemples de lettres de motivation qui correspondent aux formations qu'il souhaite. Et puis après, c'est lui qui rédige sa lettre, évidemment. Et puis là, après, on est là pour le conseiller. On rédige des lettres de motivation qui sont différentes selon les vœux. Et pour chaque vœu, on va aller voir pour chaque formation dans Parcoursup quels sont exactement les critères d'admission et on va adapter chaque lettre aux critères d'admission qui sont demandés par l'école. Donc voilà, donc ça c'est tout un travail. Donc c'est très méthodique, mais voilà, c'est important de faire ce travail-là et ça met toutes les chances du côté de l'élève pour obtenir un vœu, un de ses vœux préférés. Et puis après, on l'accompagne dans la validation des vœux et puis jusqu'au bout, hein. Voilà, moi je les accompagne même après parce que j'ai toujours des nouvelles et puis j'en demande hein, pour savoir comment ça se passe une fois que les élèves eh bien, sont dans les écoles supérieures, hein, et ça c'est intéressant. Voilà, et parfois au moment de valider, à la fin de choisir le vœu, parfois ils nous appellent aussi, ils nous disent, voilà madame, ben, j'ai eu ce vœu-là, mais au moment de prendre la décision ultime, je ne suis pas sûre finalement.
Et alors moi, je leur dis toujours, et vous en avez discuté avec vos parents, etc. Mais nous, on est toujours l'élément extérieur. Donc notre avis, voilà, est important aussi parfois pour eux, pour dire, ben voilà, on en a discuté ensemble, vraiment, il y a ces critères-là, c'est toujours très factuel. Donc vas-y, prends ta décision. On les accompagne jusque-là. Voilà pour cet accompagnement full journée qui est vraiment important. Et puis, la dernière offre voilà, qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un accompagnement qui est encore plus sur mesure, j'allais dire, puisqu'on a aussi des élèves expatriés qui, eux, ne souhaitent pas aller en France, donc qui ne vont pas forcément candidater sur Parcoursup, même si, évidemment, mon conseil, c'est que si vous êtes dans un lycée français et même si vous ne voulez pas aller étudier en France, évidemment, vous avez la possibilité de candidater sur Parcoursup, faites-le, parce que c'est le fameux plan B ou plan C que vous aurez si jamais vous n'êtes pas pris dans les autres universités. Mais en tout cas, si vous voulez aller étudier voilà, uniquement dans les universités américaines ou anglaises, là, on va vous proposer un accompagnement qui va être sur mesure. Pourquoi sur mesure? Parce que pour pouvoir accompagner des élèves, voilà, par exemple, vers les États-Unis dans un domaine particulier ou vers l'Angleterre dans un domaine particulier, il faut avoir la connaissance exacte de ces études. Et voilà, on n'a pas, moi par exemple, je n'ai pas du tout, et mes collègues sont pareils, on n'a pas la prétention de connaître toutes les formations dans tous les pays. Ça, c'est pas possible. Mais dans l'équipe constituée donc pour Axiom Académique, eh bien, il y a des conseillères d'orientation qui vont connaître les études en Espagne. Il y en a certaines qui connaissent les études aux Pays-Bas et les études en Angleterre, les études aux États-Unis. Et donc, évidemment, vous serez orienté vers une des conseillères qui pourra vous donner les meilleures informations pour que vraiment votre enfant ait toutes les chances d'être admis dans l'université ou les universités choisies. Ça, c'est primordial. Vraiment la justesse hein, des informations, voilà, c'est vraiment très, très important. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé cette offre qui est spécifique. Voilà, donc comme je vous ai dit, on a constitué donc une équipe voilà, de conseillères d'orientation. On a toutes suivi la même formation, même si on a eu par ailleurs d'autres formations. Donc, une formation qui est vraiment très, très complète de Myriam Dramam. Je ne sais pas si elle est là, je crois qu'elle venait, qu'elle participait aujourd'hui. Mais donc, en plus de ces formations, comme je vous l'ai dit, ben, moi j'ai mon parcours donc dans les écoles, mais on a tout un parcours qui est différent et qui est très riche. Et donc, on utilise aussi toutes des méthodes, hein, certaines des méthodes qui peuvent être parfois un peu différentes selon notre personnalité à nous aussi, c'est important. Et donc, même si on va garder, par exemple, pour le bilan d'orientation, on utilise toutes les mêmes, à peu près les mêmes tests, mais on va rajouter des... moi, je travaille avec le jeu des valeurs, je vous en avais parlé, mais d'autres de mes collègues vont travailler avec d'autres outils. Et donc, certaines sont spécialisées dans des destinations d'études particulières. Donc, vraiment, on a choisi ces conseillères, tout d'abord pour leur connaissance approfondie des systèmes éducatifs, pour les spécificités, c'est-à-dire que toutes ces conseillères, la plupart sont dans des pays étrangers, hein, c'est-à-dire qu'elles ont tout, ou si elles sont rentrées en France, elles ont toutes été en expatriation, donc elles connaissent bien les profils des élèves expatriés. D'ailleurs, actuellement, elles en accompagnent. Elles ont un esprit d'ouverture et de flexibilité. Hein. Ça, c'est vraiment très important quand on accompagne aussi des élèves avec ces profils très riches. Il faut une connaissance des plateformes internationales, je vous l'ai dit. Hein. Selon les différents pays, on va avoir des plateformes différentes. Rigueur et professionnalisme, hein, c'est-à-dire qu'on ne joue pas. Hein, c'est-à-dire que quand on va donner des informations aux parents et à l'élève, il faut que ce soit des informations les plus précises possibles. Donc, c'est pour ça qu'on travaille en réseau. On a un réseau important de plus de 200 conseillères. Et donc, voilà, on échange des informations parce qu'on a besoin de se former tous les jours. Hein. On a une veille constante de toutes les nouvelles
et on partage énormément d'informations, de bases de données pour se tenir au courant de toutes les nouvelles formations, les doubles diplômes, etc., voilà, qui sont créés un petit peu partout. Et une écoute de l'élève, parce que voilà, donner, je vous l'ai dit, c'est un moment privilégié pour l'élève, c'est son moment, et donc là, ben voilà, ces facultés d'écoute et des parents, elles sont primordiales. Je sais que voilà, dans l'équipe, on partage toutes ces mêmes, parce qu'on partage tous la même passion hein, d'accompagnement des élèves, donc on est toutes à l'écoute de ces élèves. Voilà, pour vous présenter un petit peu le profil des conseillères donc, qui vont être dans ce réseau d'Axiom Orientation. Voilà, donc bah, je finis, Mathieu. Merci, J'ai pas merci encore le Catherine. temps. Bah, je vous ai mis, oui, à la fin mes coordonnées pour me contacter. Donc moi, je suis voilà, la porte d'entrée, on va dire, hein. Derrière moi, il y a aussi toutes ces conseillères hein, qui sont dans ce réseau. Mais vous pouvez me contacter soit par le numéro là, WhatsApp, donc c'est un numéro WhatsApp Qatari hein, qui s'affiche. Et puis aussi, vous avez mon adresse mail. Vous avez évidemment l'adresse du site d'Axiom Académique. Voilà, Mathieu, j'ai Bah, terminé. merci, merci beaucoup Catherine. Ah, moi, j'ai vraiment appris plein de choses. C'était très long et très complet. Ouais, merci. Si je voulais résumer un petit peu, enfin pas résumer, mais ce que je retiens, c'est que l'orientation, c'est une question qu'il faut aborder assez tôt avec ses enfants, qui demande du temps et de l'implication de la famille. Donc, bon courage à tous avec ces questions-là. Et bien sûr, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous contacter. Je vous ai mis dans le chat le lien vers la page orientation de notre site. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et bien sûr, vous pouvez me contacter moi ou Catherine si vous avez des questions. Et donc, en parlant de questions, on va revenir sur celles qui ont été posées donc sur le long de ce webinaire. Donc, la première question de Sarah qui se demandait la reconnaissance du A-level en France. Donc, si je comprends bien, c'est est-ce que ayant un A-level, on est reconnu à même titre qu'un élève qui aurait le baccalauréat? Catherine, est-ce que tu sais? Oui, alors évidemment, en France, alors ça dépend où est-ce qu'on souhaite étudier, c'est-à-dire ça dépend si on souhaite continuer ses études en France ou si on souhaite aller à l'étranger. Il y a de plus en plus d'écoles en France qui vont justement reconnaître hein, ces diplômes. Voilà, après, ça dépend vraiment. J'ai parlé tout à l'heure des classes prépa. C'est vrai que c'est peut-être plus compliqué d'y entrer voilà, quand on veut rentrer en classe préparatoire. Mais par exemple, tout à l'heure, je parlais des écoles qui participent au forum, hein, que des grandes écoles hein, qui sont dans le top 5 aussi bien des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce, par exemple, eh bien, toutes ces écoles ont des programmes en anglais et recrutent et souhaitent recruter des élèves qui viennent de l'IB aussi, voilà, ou des systèmes d'études anglais. Donc, ça prend de plus en plus de valeur. Mais c'est vrai qu'en France, c'est pas encore peut-être pour certaines filières aussi valorisé que le bac français. Voilà. Merci Catherine. Alors, on nous demande aussi de renommer les universités qui offrent les formations en leadership en Suisse dont Ah, tu as parlé. oui, alors attendez, je vais revenir sur le hop, que je retrouve. Donc c'est Oxford. Il y en a, enfin moi je sais c'est ce que j'ai expliqué, hein. C'est des élèves en fait certains de mes élèves qui ont suivi ces formations. Euh, voilà. Alors oui, j'en sais pas là, je crois que c'est Celui après. d'avant, je pense. Celui d'avant. Avant. Voilà, je pense que vous le voyez là, en bas de la page. Voilà, donc là j'en ai cité, mais il y en a d'autres, hein, moi je sais que j'ai des élèves qui les ont suivis. C'est de très bonnes formations, Je évidemment. sais Voilà. qu'à Singapour aussi propose un summer camp. Ouais. Oui, après il y a les écoles, hein, il y a les SEC. Moi j'ai parlé de Sciences Po, il y a Schema. Enfin, il y a d'autres écoles aussi, des écoles françaises hein, qui proposent
ce type de summer camp. Et mais là, alors, là sur les universités que j'ai citées, hein, ce sont des formations, parfois c'est une seule semaine. Voilà, mais c'est assez intensif, mais c'est de vraiment de grande qualité. Voilà. Merci. Donc, on nous demande si la présentation va être envoyée. Donc, on va vous envoyer un replay. On va pas vous envoyer la présentation, mais un replay qui sera disponible sur YouTube. On vous enverra un lien la semaine prochaine. Alors, est-ce que les tests que vous proposez sont seulement en français ou dans d'autres langues? Alors, non, je n'ai Anglais. pas dit, hein, en effet, tout l'intérêt de ces tests, hein, bah, moi j'ai des élèves de l'école américaine, hein, ou des élèves qui sont scolarisés dans les écoles anglaises. Et je fais des bilans en anglais, mais il faut voir que ces tests, on peut les faire passer, voilà, alors ça dépend des tests quand même, mais la majorité sur la plateforme où on les prend, eh bien, ces tests sont disponibles en anglais, en arabe, en espagnol, parfois en portugais. Et moi, je les fais passer. Je demande toujours, je pose la question aux élèves dans quelle langue ils sont le plus à l'aise, hein, même des élèves d'ailleurs qui sont scolarisés dans les lycées français, des élèves de nationalité étrangère voilà, et donc ils passent les tests vraiment dans la langue où ils sont ou dans la langue maternelle ou la langue où ils sont le plus à l'aise. Et puis après nous de toute façon on fait le choix quand on reçoit les rapports, on peut choisir la langue du rapport, donc c'est intéressant. Voilà, et parmi nos conseillères, on a aussi beaucoup qui sont plurilingues, donc qui vont être bilingues, D'accord. espagnol ou anglais surtout. Donc ensuite, Oui, on nous oui. demande où on est basé. Donc bah, Catherine est au Qatar. Ensuite, on a des conseillères un peu réparties dans différents pays. Donc en fonction en fait de l'endroit où vous vous situez, on peut vous proposer donc ces services à domicile, ça peut être fait, ou alors bien sûr en ligne dans le monde entier. Oui, sachant qu'on a des conseillères, voilà, même si elles sont basées sur un pays particulier, elles travaillent aussi avec des élèves qui sont dans d'autres fuseaux horaires. Voilà, donc on est disponible évidemment pour tous les élèves. Donc, on nous demande si on accompagne les élèves qui sont en IB. Donc, je pense que tu as répondu, Catherine. Hein, oui, bien sûr. On peut proposer un suivi pour les différents systèmes d'éducation. Mm. Alors, existe-t-il quelque chose pour un retour en France post-bac avec adaptation au français lorsque l'enfant a fait ses études en anglais? Alors oui, 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 c'est-à-dire que bah, notamment il y a des universités, enfin ça dépend des domaines d'études, mais il y a des universités et des écoles hein, qui le proposent, hein. C'est-à-dire qu'en complément de la formation, il y a des cours de langue qui sont proposés. Parfois, il peut y avoir même une année hein, de remise en niveau linguistique. Voilà, mais ça n'existe pas dans toutes les filières, hein. Donc c'est vraiment à traiter au cas par cas, mais ça existe. D'accord, donc une question sur les élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc, on nous demande si on peut accompagner des élèves à besoins éducatifs particuliers. Et qu'est-ce qu'on conseille pour ces élèves pour lesquels le lycée général n'est pas forcément adapté? Alors, donc la réponse est oui, bien sûr, hein. On accompagne des enfants à besoins spécifiques. On a même dans le groupe des conseillères, on en a qui sont spécialisées hein, voilà, de par leur parcours, hein, elles ont accompagné des élèves à besoins spécifiques. Donc, on peut tout à fait orienter les familles vers ces conseillères. Et puis après, sur les parcours, bien sûr, hein, voilà, on accompagne, on accompagne des élèves hein, sur tout type de formation. Voilà, moi, je pense par exemple à un élève que j'avais accompagné au collège qui était vraiment dyslexique hein, et donc qui était intéressé par des études dans le domaine automobile. Et il est allé en Angleterre donc faire une formation. Il voulait travailler dans le milieu de la Formule 1. Voilà, donc non, non, il y a tout type de parcours. Et comme je vous le disais, nous, on s'adapte complètement aux besoins et aux besoins spécifiques. Voilà, et puis après, en fonction des conseillères, on connaît voilà, plus ou moins des domaines précis. Et donc après, pour les familles qui vont nous contacter, eh bien, on les orientera vers ces conseillères-là. Merci. Donc, on nous demande à nouveau si on peut accompagner des élèves donc non français ou européens pour des études en France. Oui.
Oui, Donc ça, tout à fait. effectivement. Et puis après, sur l'aspect aussi des compétences scolaires et linguistiques, on peut toujours aussi mettre en parallèle un programme d'apprentissage sur les langues, sur les matières qui n'auront pas forcément été vues dans leur système Ouais. éducatif local pour les remettre à niveau. Donc s'ils souhaitent intégrer Ouais, des études en France, où ça marche aussi pour tous les pays. exactement. Ouais. Donc, voilà pour les questions. Si vous en avez d'autres, on est là pour y répondre. Si certains d'entre vous veulent les poser aussi à voix haute, hein, c'est possible. Alors, on demande si les écoles ayant des prépas intégrés sont bien. Je pense que ici, oui, oui, ça dépend des écoles, hein. Oui, oui, tout à fait. Et Je pense à voilà. l'INSA, par exemple, qui est une très bonne école d'ingénieurs. En école de commerce, il y en a beaucoup aussi qui proposent Ouais. Mm. et qui Oui, sont peut-être plus sélectives à l'entrée, mais qui, derrière, sur les 2 premières années, sont peut-être un peu moins compétitives. oui, exactement. Et puis aussi, il y a aussi certaines écoles prépa intégrée qui proposent aussi maintenant des bachelors. Et ça peut être intéressant. Voilà, moi, je pense à un autre élève qui avait intégré une école d'informatique prépa intégrée. Puis finalement, il s'est rendu compte que voilà, c'était encore trop théorique pour lui. Donc, cette école a proposé un bachelor. Il a basculé sur le bachelor. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup maintenant de filières possibles, de filières différentes. Et je reviens à cette stratégie de choix Parcoursup pour les études en France, évidemment. Si un élève souhaite aller dans une école à prépa intégrée, eh bien, on va faire des demandes dans les meilleures écoles à prépa intégrée. Et puis après, il y en a d'autres qui sont un peu moins bonnes, mais voilà, qui sont aussi très bien, où il y a des bachelors. Voilà, on va évidemment faire une sélection de vœux en fonction de tous ces critères pour que l'élève ait un maximum de chances d'être admis. Merci, Catherine. Bon, je vois qu'il n'y a plus de questions. Je pense que la présentation était très complète et Ouais. donc beaucoup de réponses ont dû être données à ce moment-là. Et ben, dans ce cas-là, je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi cette présentation. On a un programme de webinaire assez complet cette année, donc vous pouvez y avoir accès sur notre site et vous recevrez donc des informations sur la tenue de ces webinaires au fur et à mesure qui vont arriver. Merci à tous et je vous souhaite un très bon week-end. Ouais, merci à tous et ouais, bon week-end.